Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se fait la pollinisation chez les angiospermes. La dernière fois, on a vu la formation des gamètes mâles et femelles, gamètes mâles dans le grain de pollen et gamètes femelles dans le sac embryonnaire. La pollinisation chez les plantes à fleurs est le transport des grains de pollen qui renferment les gamètes mâles, on a vu ça, sur le pistil qui contient les ovules qui renferment les gamètes femelles dans le sac embryonnaire, on a vu ça, pour permettre la fécondation. Donc, la pollinisation, ce n'est pas la fécondation, c'est un processus qui précède la fécondation. Quel est alors le rôle de la pollinisation? Comment se fait la pollinisation chez les angiospermes? Pour ceci, on va voir des expériences historiques de la pollinisation qui ont été réalisées sur la tulipe. Ces fleurs de tulipe ont été recouvertes par des capuchons de gaz avec eux, c'est-à-dire un tissu qui contient de fines mailles. Les mailles, ce sont des petits trous qui laissent passer l'air, mais qui ne laissent pas passer les grains de pollen. Donc, on commence par l'expérience 1. On a recouvert de gaz une fleur de tulipe, à laquelle on a laissé le pistil et les étamines. Après quelques jours, quand la fleur s'est épanouie, elle s'est transformée en fruit mûr avec des graines. Dans l'expérience 2, on a enlevé les étamines et on a recouvert la fleur de tulipe. Et quand elle s'est épanouie après quelques jours, il n'y a pas eu de transformation en fruit, il n'y a pas eu de graines, on n'a que le pistil qui dégénère. Dans l'expérience 3, on a fait la même expérience qu'en 2, mais lorsque la fleur est épanouie, on ouvre la gaz, c'est-à-dire cette enveloppe de gaz, et on saupoudre une étamine, saupoudre des grains de pollen d'une étamine mature d'une fleur de tulipe aussi, c'est-à-dire d'une fleur de la même espèce. Après quelques jours, on a constaté la transformation de la fleur en fruit mûr avec graines. Donc, on va voir les expériences une à une. Donc, dans l'expérience 1, on a recouvert la fleur. Quand elle s'est épanouie, les étamines ont libéré des grains de pollen. Et après, on a vu que la fleur s'est transformée en fruit mûr avec des graines. Donc, la fleur s'est transformée parce qu'on a laissé les étamines et les pistils dans la même fleur, c'est-à-dire il y a eu les deux organes reproducteurs. Dans la deuxième expérience, on a coupé les étamines, on n'a laissé que le pistil dans la fleur de tulipe et on l'a recouverte de gaz pour qu'il n'y ait pas de pénétration d'autres grains de pollen. Et on a vu que la fleur ne s'est pas transformée en fruit. Donc l'absence des étamines a empêché la transformation de la fleur en fruit. Dans la troisième expérience, on a fait la même chose que dans la deuxième expérience, mais quand la fleur s'est épanouie, on a ouvert la gaz, c'est-à-dire l'enveloppe, et on a mis des grains de pollen d'une étamine d'une fleur de tulipe, c'est-à-dire une fleur de la même espèce. Bien sûr, après quelques jours, on a vu la transformation en fruit avec des graines. Récapitulons. La pollinisation est le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du pistil. Donc c'est ça la définition de la pollinisation. C'est juste le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du pistil. Elle permet aux fleurs de se transformer en fruits. Bien sûr, c'est la fécondation. Bien sûr, la transformation se fait après la fécondation. Comment alors se fait la pollinisation et comment se fait la fécondation? D'abord, on va parler des facteurs de la pollinisation. Vous avez déjà vu dans la nature des abeilles qui butinent les fleurs, c'est-à-dire elles prennent le nectar des fleurs et se déplacent d'une fleur à l'autre, mais en se nourrissant, elles peuvent porter sur leurs pattes ou bien sur leurs ailes des grains de pollen qu'elles peuvent transmettre ou bien déplacer sur une autre fleur. Bien sûr, la pollinisation peut se faire aussi avec des oiseaux, avec des papillons, avec d'autres insectes comme la coccinelle, et elle peut se faire par l'homme. Des fois, c'est l'homme qui fait la pollinisation, c'est-à-dire il prend les étamines
d'une fleur et les dépose sur une autre fleur de la même espèce, surtout dans le cas de fleurs unisexuées, c'est-à-dire fleurs mâles et fleurs femelles. Dans certaines régions, il n'y a plus d'insectes à cause des pesticides, donc il y a une robotisation du facteur de pollinisation. C'est un robot qui disperse les grains de pollen sur de grandes surfaces de fleurs. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Quels sont les types de pollinisation? Le premier type que vous voyez sur le schéma, ce sont les grains de pollen des étamines d'une fleur qui se déposent sur le stigmate de la même fleur. Donc, c'est une pollinisation directe ou bien on l'appelle aussi autogamie. Dans le deuxième schéma, on a deux fleurs unisexuées, une fleur mâle et une fleur femelle. Et les grains de pollen de la fleur mâle vont se déposer sur le pistil ou bien sur le stigmate de la fleur femelle, bien sûr grâce à des facteurs pollinisateurs comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, il s'agit d'une pollinisation indirecte ou bien allogamie. On l'appelle aussi allogamie. Dans ce dernier cas, on observe que les deux fleurs sont bisexuées, mais il y a des obstacles qui empêchent que les grains de pollen des étamines de la même fleur se déposent sur le pistil de la même fleur. Donc, il y a une pollinisation croisée, c'est-à-dire les grains de pollen d'une fleur vont se déposer sur le stigmate d'une autre fleur, mais bien sûr de la même espèce. On parle de pollinisation indirecte, elle est croisée entre deux fleurs, ou aussi elle est appelée allogamie, comme dans le deuxième cas. On récapitule. La pollinisation est le mode de reproduction privilégié des plantes angiospermes. C'est le processus de transport d'un grain de pollen depuis les étamines vers le pistil. La pollinisation peut se faire par différents facteurs: le vent, l'eau, l'homme, les insectes et les animaux. Et quand il s'agit d'insectes ou animaux, on parle de zoogamie. La pollinisation peut être directe ou bien on l'appelle aussi autogamie. Donc le pollen d'une fleur se dépose sur le stigmate de la même fleur. Ou bien indirecte ou allogamie, le pollen d'une fleur se dépose sur le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Après la pollinisation, bien sûr, va se passer le phénomène de la fécondation. Donc, on va voir comment va se faire la fécondation. Tout d'abord, on va observer des grains de pollen juste après la pollinisation. Donc, juste après la pollinisation, cette photo microscopique nous montre des grains de pollen sur le stigmate des fleurs. Donc, regardez là, il y a des grains de pollen, mais des fois, on voit des prolongements qui se font à partir des grains de pollen. Donc, regardez là, il y a des grains de pollen qui ont produit des prolongements qu'on appelle tubes polliniques. Et regardez bien que ces grains de pollen se prolongent en traversant le style pour arriver à l'ovaire. Donc, juste après la pollinisation, on observe la prolifération de tubes à partir des grains de pollen. Ces tubes sont appelés tubes polliniques. Le processus est appelé germination des grains de pollen. Donc, ce sont les grains de pollen qui germent pour produire ces tubes polliniques. À ne pas confondre avec la germination des graines al-bodur. Germination des grains de pollen, c'est-à-dire inbat hubub al-liqah, ماشي هو inbat al-bodur. Comment se fait alors la germination des grains de pollen? Lors d'une expérience, on prend deux boîtes de pétri. Dans la première, qui est la boîte pétri témoin, on met rien au centre, mais on met des grains de pollen. Dans la deuxième boîte de pétri, on dépose une partie de l'ovaire au centre et on met aussi des grains de pollen. Après quelques jours, on observe que tous les grains de pollen germent et produisent leur tube pollinique dans les deux expériences. La seule différence, c'est que dans la boîte témoin, les proliférations des tubes polliniques se fait dans toutes les directions. Par contre, dans la boîte expérimentale, où il y a une partie de l'ovaire,
les tubes polliniques se dirigent vers cette partie de l'ovaire. Donc il y a une attraction qui se fait par ce morceau d'ovaire, ou bien cette partie de l'ovaire. Donc, dans le lot témoin, les tubes polliniques n'ont pas pris de direction particulière. Et dans le lot expérimental, celui-là, les tubes polliniques se dirigent vers le pistil, ou bien vers la partie de l'ovaire. Donc, le pistil attire les tubes polliniques. Il y a donc des mécanismes qui favorisent la fécondation. On parle ici de chimiotactisme. Donc, il y a des substances chimiques qui attirent les tubes polliniques. Donc, dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Donc, les grains de pollen qui se déposent sur le stigmate vont germer et produire les tubes polliniques qui vont avancer progressivement jusqu'à arriver à l'ovule, jusqu'à l'ovule. Vous vous rappelez de l'ovule qui contient le sac embryonnaire et qui contient à l'intérieur l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle. Donc, le tube, il arrive jusqu'au sac embryonnaire en pénétrant par le micropyle. Ici, un agrandissement de cette partie. Et vous voyez que le tube pollinique arrive jusqu'au sac embryonnaire et libère deux gamètes mâles qui sont en rouge. Donc, comment se fait la fécondation? Donc, toujours ici, une photo d'un grain de pollen qui est en train de germer, qui est presque arrivé au sac embryonnaire. Donc, regardez, on a deux cellules au lieu d'une cellule. Avant, on avait une seule cellule reproductrice. Donc, cette cellule s'est divisée en deux. Donc, au début de la germination, le noyau de la cellule végétative qui avance avec l'avancement ou bien avec la prolifération du tube, il se trouve à l'extrémité. Et la cellule reproductrice s'introduit dans le tube pollinique. Après, elle se divise pour donner deux entérozoïdes, c'est-à-dire deux gamètes mâles à N chromosomes. Déjà, la cellule reproductrice, elle était à N chromosomes. Elle va donner par mitose deux gamètes mâles à N chromosomes. Et quand le tube pollinique arrive à sa fin, c'est-à-dire quand il entre dans quand il traverse le micropyle et entre dans le sac embryonnaire, le noyau végétatif, c'est-à-dire le noyau de la cellule végétative, meurt, donc, ou bien dégénère, parce que son rôle est terminé. Donc, l'essentiel, c'est que les deux entérozoïdes arrivent avec l'avancement du tube pollinique vers le sac embryonnaire. Donc, quand ils arrivent là, les gamètes mâles, donc le tube pollinique sert à faire avancer, bien à introduire les gamètes mâles dans le sac embryonnaire. Le grain de pollen germe après s'être déposé sur le stigmate et émet un tube dit pollinique. Le tube pollinique est un prolongement de la cellule végétative. Donc c'est pour ça qu'on trouve le noyau de la cellule végétative dans le tube pollinique. Il croît en traversant les tissus du style, c'est-à-dire il grandit, c'est-à-dire on parle du tube pollinique, il grandit en traversant les tissus du style et se dirige vers l'ovule. L'ovule, c'est-à-dire l'endroit où on trouve le sac embryonnaire qui contient le gamète femelle, à ne pas confondre avec l'ovule chez les animaux qui représentent le gamète femelle. Chez les plantes, l'ovule, ce n'est pas le gamète femelle, il contient le sac embryonnaire qui contient, dans lequel on trouve le gamète femelle. On a vu ça la dernière fois. Durant cette croissance, le noyau végétatif est toujours à l'extrémité du tube, poursuivi par la cellule reproductrice qui subit une mitose et donne deux cellules haploïdes. Ce sont deux gamètes mâles. Le noyau végétatif dégénère et le noyau reproducteur se transforme en deux gamètes mâles qu'on appelle entérozoïdes, l'équivalent de spermatozoïdes. Donc on a vu qu'il y a formation de deux gamètes mâles, alors que dans le sac embryonnaire, on a vu qu'il y a eu formation d'un seul gamète femelle. Donc c'est quoi le problème? Donc, pourquoi il y a formation de deux gamètes mâles? Donc, ici, on a un schéma qui représente l'arrivée du tube pollinique qui va libérer les deux entérozoïdes. Et regardez, un des entérozoïdes féconde l'oosphère et dans le zygote principal.
l'autre entérozoïde féconde les deux noyaux du sac et donne le zygote accessoire ou bien l'œuf accessoire. Donc c'est pour ça qu'on parle de double fécondation. Il y a deux fécondations en même temps, deux fécondations simultanées. Une fécondation du gamète mâle avec le gamète femelle qui est l'oosphère et une fécondation du gamète mâle avec les deux noyaux du sac. Donc l'arrivée des entérozoïdes, vous voyez ici, donc un entérozoïde fusionne avec l'oosphère et l'autre avec les deux noyaux du sac. Donc là, l'entérozoïde qui féconde l'oosphère nous donne le zygote principal qui va être à 2 N chromosomes. Pourquoi? Parce que l'entérozoïde il est à N et l'oosphère à N. Donc la somme va faire 2 N. Par contre, l'entérozoïde numéro 2 fusionne avec les deux noyaux du sac et chacun a N chromosomes, c'est-à-dire l'entérozoïde a N et les deux noyaux a N et N. Donc ça va donner un zygote accessoire ou bien un œuf accessoire à 3 N chromosomes. Récapitulant, le tube pollinique pénètre dans l'ovule à travers le micropyle, c'est-à-dire la petite ouverture qu'il y a dans l'ovule. Il traverse le nucelle, je rappelle que le nucelle c'est l'amas de cellules qui entoure l'ovule, pour atteindre le sac embryonnaire. Au niveau du sac embryonnaire, on assiste au phénomène de la double fécondation, car deux fécondations se font simultanément. L'un des entérozoïdes féconde l'oosphère pour donner l'œuf principal à 2 N chromosomes, et l'œuf principal est à l'origine de l'embryon. Le deuxième entérozoïde fusionne avec les deux noyaux du sac pour donner l'œuf secondaire à 3 N, ou bien le zygote secondaire, ou bien accessoire, qui sera à l'origine de l'albumène. On verra l'albumène quand on parlera de la graine. L'albumène est un tissu de réserve nutritive de la graine. Donc dans ce schéma, chez le haricot, on a la fleur de haricot et qui se transforme après la fécondation en fruit sous forme de gousse qui contient des graines de haricot. Ici, on voit le reste de quelques pièces florales, les sépales et les pétales. Un autre exemple, une fleur peut donner un autre type de fruit dont l'ovaire est charnu, donc c'est-à-dire le fruit donne, c'est un fruit charnu qui n'est pas sous forme de gousse. Et on a toujours l'ovule qui se transforme en graine au milieu. Et on voit ici aussi les restes des pièces florales, le pédoncule, les sépales, les pétales, et là le reste du style, c'est-à-dire le style du pistil. Donc ici on a un schéma du sac embryonnaire après la fécondation. Donc après la fécondation, l'œuf principal, c'est-à-dire celui qui résulte de la fécondation entre l'entérozoïde gamète mâle et l'oosphère gamète femelle, cet œuf va subir des divisions pour donner l'embryon. Donc regardez ici, la cellule œuf se divise petit à petit et se transforme en embryon. Cet embryon contient un radicule, une tigelle, un gémule et des cotylédons, 2 cotylédons. Gémule, c'est un bourgeon terminal. Donc après la fécondation, l'œuf principal se développe par mitose pour donner l'embryon qui est constitué d'une radicule, d'une tigelle, de 2 cotylédons et d'un bourgeon terminal gémule. Ici, on a l'ovule avec ses téguments externes et internes. On a ici le sac embryonnaire. Après la fécondation, l'œuf principal se divise dans l'embryon et l'œuf accessoire se transforme en albumène. Des fois, ce sont les cotylédons qui l'emportent dans le fruit et ce sont les cotylédons qui contiennent les réserves de la graine, les réserves nutritives. Et parfois, dans certains fruits, c'est l'albumène qui contient les réserves et les cotylédons ne sont pas très grands. Donc on trouve une grande quantité d'albumène qui contient les réserves nutritives. Donc, les cotylédons appartiennent à l'embryon qui provient de l'œuf principal et l'albumène, il provient de l'œuf accessoire ou bien l'œuf secondaire.
Ici, vous vous rappelez, il y avait d'autres cellules, il y avait les synergides autour de l'oosphère, il y avait les cellules antipodales ou bien les antipodes. Et bien ces cellules vont dégénérer et l'œuf secondaire se développe par mitose pour donner l'albumin. Après la fécondation, le sac embryonnaire cède la place à l'embryon et à l'albumine. Le nucelle régresse. Les téguments de l'ovule deviennent les téguments de la graine. Donc, il y a une petite remarque. L'essentiel du volume de la graine est occupé par les deux cotylédons pour certaines espèces ou par l'albumène pour d'autres. Donc, ça dépend des types de plantes. Donc, on récapitule dans ce tableau. Donc, on va voir les éléments de la fleur avant ou bien du pistil avant la fécondation et après la fécondation. L'ovaire se transforme en paroi du fruit. L'ovule se transforme en graine. L'œuf principal à deuxième chromosome se transforme en embryon. L'œuf secondaire à troisième chromosome se transforme en albumène. Les synergides et les antipodes disparaissent, elles dégénèrent. Le sac embryonnaire donne l'embryon et l'albumène. Le nucelle régresse et les téguments seront les téguments de la graine. Après la pollinisation, le grain de pollen germe et forme un tube pollinique. Ce dernier pénètre dans l'ovule à travers le micropyle pour atteindre le sac embryonnaire. Au niveau du sac embryonnaire, on assiste au phénomène de la double fécondation. La première fécondation se fait entre un entérozoïde et l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle, pour donner l'œuf principal à deuxième chromosome qui sera à l'origine de l'embryon, qui subit des mitoses successives, donnant ainsi les premières structures embryonnaires, radicules, cotylédons, gémules, c'est-à-dire le bourgeon terminal. Le deuxième entérozoïde fusionne avec les deux noyaux du sac pour donner l'œuf secondaire à troisième chromosome et qui sera à l'origine de l'albumène. Après la fécondation, les trois cellules antipodales ainsi que les deux synergides dégénèrent. La graine formée subit une dessiccation, c'est-à-dire elle va sécher petit à petit et rentre en phase de vie ralentie, hayat bati'a, ou bien dormance, où les échanges nutritionnels et respiratoires seront faibles, et ce qui lui permettra de supporter les conditions défavorables. Donc les graines peuvent supporter les conditions défavorables plusieurs années, et quand on les met dans la terre et on leur donne les conditions favorables, elles peuvent donner de nouvelles plantes. Donc c'est pour ça que la graine se dessèche et rentre en vie ralentie. Nous allons voir dans une prochaine séquence comment se fait la germination, transformation de la graine en nouvelle plante, et on va voir aussi le cycle de vie des plantes chez les angiospermes. À bientôt.